dans notre programme sur la cancérologie, hein, l'oncologie, la progression tumorale. Alors, l'objectif de ce cours, c'est que l'étudiant doit être capable à la fin du cours d'acquérir les concepts de base de l'histoire naturelle des cancers. Comment évoluent les cancers, d'écrire les modes de progression et d'évolution des cancers. Et secondairement, il faut savoir décrire les caractéristiques morphologiques, biologiques, moléculaires et fonctionnelles de la cellule cancéreuse, définir une lésion cancéreuse, le carcinome in situ, le stroma tumoral et énumérer les voies de dissémination du cancer, les principaux sites métastatiques et l'aspect morphologique d'une métastase, ainsi que les facteurs histopronostiques du cancer. Donc, on va commencer par des généralités. Ensuite, on va aborder le chapitre des lésions précancéreuses et le carcinome in situ, le cancer invasif et les métastases, ainsi que le bilan d'extension, je l'ai fait au milieu. Donc voilà, c'est quoi l'histoire naturelle d'un cancer? On avait dit au dernier cours, le processus cancéreux, que c'était un processus multi-étapes. En fait, il est schématiquement divisé en plusieurs étapes. On l'a vu la dernière fois, la promotion, initiation et progression. Donc, il y a la transformation cancéreuse d'abord d'une cellule, l'expansion clonale de la cellule cancéreuse, donc il y aura un clone qui est sélectionné. Ensuite, qui va croître en masse tumorale, il va envahir localement et régionalement. Ensuite, il va se disséminer à distance avec apparition de foyers secondaires tumoraux. Ce sont les métastases. Bien sûr, on l'avait dit tout à l'heure au dernier cours que c'était dû à l'instabilité génétique avec tous les gènes impliqués dans le processus de carcinogénèse. Et on a vu qu'au dernier cours également que s'il n'y avait pas que ces implications génétiques, également, il y avait le micro-environnement cellulaire qui jouait un rôle dans la dissémination métastatique. Donc, alors, la progression tumorale évolue généralement en grosso modo en deux phases. Donc, on a une phase locale et loco-régionale. C'est là, il y a apparition de la tumeur, sa croissance, sa croissance, son extension, son invasion et sa diffusion tumorale. Et on a une phase générale qui est la métastase, c'est-à-dire que cette tumeur est capable d'aller dans un autre site initial spécifique du cancer, responsable de la gravité des cancers. C'est-à-dire que ça veut dire spécifique du cancer, on le verra tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple le cancer du poumon, on va dire, il aime bien l'os. Voilà, il se dissémine dans l'os. Voilà, on le verra tout à l'heure. Quels sont ces facteurs qui influencent la croissance tumorale et la dissémination métastatique? Eh bien, c'est les caractéristiques de la cellule tumorale, c'est les oncogènes, gènes suppresseurs de tumeurs, cette capacité de prolifération, de survie cellulaire, c'est-à-dire d'échappement au mécanisme de l'apoptose, ainsi que ce micro-environnement, ce stroma, ces cellules immunitaires et les vaisseaux. Donc, finalement, la progression tumorale dépend du pouvoir prolifératif et du pouvoir métastasion. Donc, c'est ça qui fait la gravité de la maladie cancéreuse. En fait, pour différencier une tumeur bénigne d'une tumeur cancéreuse, c'est quoi? C'est que la cellule cancéreuse, elle peut métastaser et elle fait la gravité de cette maladie, puisque c'est les patients qui ont des métastases sont pratiquement diagnostiqués au stade terminal, au stade 4. Quel est le rôle de l'anapathe dans cette progression tumorale? D'abord, reconnaître le cancer. Donc, au stade, si possible, pré-cancéreux, ou voilà, donc qui est dysplasie ou carcinome in situ. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas de dissémination à distance, donc il y a guérison si traitement. Et là, c'est donc un problème de santé publique et tout là, le rôle du généraliste en amont des anapathes. Voilà. Donc il y a le rôle des examens
dépistage, hein, que ce soit par exemple les frottis cervicaux, vaginaux pour le cancer du col et la mammographie, par exemple, pour le cancer. S'il vous plaît, si vous devez écrire des commentaires, des conversations, moi je ne lis pas l'arabe en français. Vous parlez en français, vous écrivez en français, c'est la langue académique. Donc moi je ne peux pas comprendre de l'arabe écrit en français. Voilà. Donc c'est un problème majeur de santé publique. Alors maintenant, c'est quoi les lésions précancéreuses? Donc il faut savoir qu'il y a ces lésions, les étapes précancéreuses, ce qui précède le cancer. Il correspond au degré de modification de la cellule. La lésion pré-invasive précède le cancer invasif, correspond au degré d'extension d'une prolifération cellulaire cancéreuse. Les synonymes, il y en a beaucoup. On peut parler de dysplasie, de néoplasie intraépithéliale, des néoplasies pré-invasives, de carcinome in situ, d'hyperplasie épithéliale atypique. Pourquoi il y a tous ces synonymes? Parce que tout est fonction du siège. Quand, par exemple, du tube digestif, on le verra, on parle de dysplasie. Dans le sein, dans le col, on parle de néoplasie intraépithéliale. Et dans le sein, on parle de carcinome in situ, etc. Donc, d'abord, donc, la phase locale, donc les lésions pré-invasives, c'est la phase locale du cancer. C'est-à-dire qu'elles sont, elles sont limitées au tissu d'origine. Hein. C'est donc, il n'y a pas franchissement. Ensuite, il y a la phase régionale et loco-régionale, commence la dissémination, et la phase de généralisation, c'est-à-dire la métastase. Donc, rappelez-vous, sous l'effet de facteurs carcinogènes, qu'ils soient exogènes ou endogènes, donc il y a au départ une phase d'initiation où il y a sélection d'une cellule qui devient cellule cancéreuse, qui va le transmettre à ces cellules filles, hein, sous l'effet de modifications génétiques, micro-environnement, donc voilà, des mécanismes moléculaires. Donc ici, ce tissu, hein, l'épithélium, hein, il va se transformer en lésions, il y aura des lésions pré-invasives, donc de la dysplasie au carcinome in situ. Donc la phase de promotion, donc il y a l'expansion clonale, il y a bien sûr micro-invasion, destruction de la membrane basale, et la progression, c'est secondairement, ces cellules vont aller dans un organe et vont évoluer. C'est la métastase, c'est la phase de dissémination. Donc, pardon. On va commencer d'abord par c'est quoi ces lésions pré-invasives, pré-cancéreuses? C'est un spectre, c'est un continuum de lésions acquises. Donc voilà, parce que en fait, le cancer, c'est quoi? C'est des lésions, des modifications, on l'a vu, génétiques, moléculaires, micro-environnementales qui sont acquises, qui vont siéger seulement et seulement au niveau des épithéliums malpighiens ou glandulaires. D'accord? Attention. Donc c'est très important de savoir que les lésions précancéreuses siègent au niveau des épithéliums malpighiens ou glandulaires. Ils vont comporter des atypies cytologiques et des anomalies de l'organisation tissulaire. Et donc, on aura un continuum d'anomalies qui vont aller de gravité croissante, on va dire, par exemple, dysplasie de bas grade, dysplasie de haut grade, et elles vont rester strictement limitées à l'épithélium, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas, la membrane basale est toujours respectée à ce stade, et elles sont capables de régresser spontanément, s'il y a un traitement, si on agit, si on les enlève, ou bien elles vont évoluer vers un carcinome invasif.
donc si en l'absence de traitement. Alors, les terminologies sont différentes selon les organes, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, ils sont toujours associés à un grading de gravité-croissance. Hein, dans le col, on parlera de néoplasie intraépithéliale. Et on a carcinome et néoplasie intraépithéliale 1, 2, 3, qui va correspondre 1 et 2, ce sont des bas grades, et 3, qui est l'équivalent du carcinome in situ, c'est le haut grade. Dans le tube digestif, on parlera de dysplasie de bas grade et de dysplasie modérée. Et puis, par exemple, dans le sein et dans l'endomètre, on parlera d'hyperplasie épithéliale atypique et de carcinome in situ. Donc, vous voyez que les terminologies, c'est-à-dire les synonymes de lésions préinvasives, c'est différent selon le siège dans les organes. Alors, principale localisation, donc je l'ai dit, ce sont les épithéliums malpighiens ou glandulaires. Donc, parmi les malpighiens, donc l'exocole de l'utérus, l'appareil aérodigestif supérieur, c'est-à-dire tout ce qui est trachée, larynx, etc., les branches, hein, le poumon, la peau, la vulve, le canal anal. Les épithéliums glandulaires, essentiellement cylindriques, ils sont dotés d'un épithélium cylindrique, c'est le tube digestif, le sein, l'endomètre, l'endocole, l'utérus, prostate, et des épithéliums les épithéliums urothéliales, c'est-à-dire malpighiens, paramalpighiens, c'est les voies urinaires, excrétrices et vessie. Et on a d'autres qui sont les testicules. Testicules, on verra. Donc, le testicule, qui sont surtout le siège de tumeurs pas épithéliales, mais plutôt germinales, on a ce qu'on appelle une néoplasie germinale intratubulaire qui peut donner le lit, c'est-à-dire c'est une lésion préinvasive, précancéreuse d'un tumeur germinale qu'on appelle le séminome. Dans le tissu conjonctif, c'est pour ça que les lésions préinvasives sont retrouvées essentiellement dans les tissus épithéliaux, parce que dans les tissus conjonctifs, il n'y a pas de sarcome in situ. Donc, dans les tumeurs mésenchémateuses, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de membrane basale. Donc, voilà. Donc, un épithélium ici qui est normal. Donc, au début, il va commencer à proliférer. Donc, voilà. Hein, c'est une désorganisation cytoarchitecturale, mais toujours cette membrane basale, elle reste limitée. Et dans le carcinome in situ, ça va aller jusqu'à toute la hauteur de l'épithélium, mais toujours pas de franchissement de la membrane basale. Donc, ça reste des lésions très cancéreuses, alors que contrairement, dès qu'il y a un franchissement de la basale, donc c'est un carcinome complètement invasif, et on ne parle plus de lésions précancéreuses, et on aura finalement échoué dans ce dépistage des patients porteurs de ces dysplasies, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut les guérir, les traiter et les guérir définitivement. Et après, on va juste les surveiller. Donc, ces lésions précancéreuses, on doit les grader. Hein. Voilà, généralement, c'est des lésions de bas grade ou grade. Pourquoi? Parce qu'elle a, pourquoi on dit bas grade ou grade? Parce que ce grading a une valeur pour l'évolution. Donc, moi, par exemple, si je reçois une biopsie du col utérin où je réponds col bas grade, donc je sais que le gynécologue derrière, il va bien surveiller sa patiente parce que le bas grade va évoluer vers une lésion de haut grade et sa transformation, elle est lente, très rare, lente vers un carcinome invasif. Mais si cette lésion est de haut grade, pratiquement, elle va se transformer rapidement en carcinome invasif. D'accord? Donc, on dit carcinome parce qu'on est dans un... vous l'avez fait, je pense, avec le professeur Wahyoun. Donc, quand on dit tumeur épithéliale bénigne, on dit adénome et carcinome, qui veut dire cancer dans les tumeurs. Donc,
Sur le plan, nous, ANAPAD, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ces critères cyto-architecturales, pardon. On va voir les atypies cytonucléaires, on va voir l'épaisseur de l'épithélium, la polarité, maturation, et surtout toujours pas de franchissement de la membrane basale. Donc, vous voyez, en matière, par exemple, de dysplasie, hein, qui est un état précancéreux acquis. Donc, rappelez-vous que toutes ces lésions, elles sont acquises. Donc, de maturation, donc c'est une association d'anomalies de maturation, de différenciation, de multiplication. Regardez ici un épithélium normal, la membrane basale est respectée, et puis là, les cellules, elles vont commencer à se multiplier, elles vont perdre leur différenciation, elles vont commencer à perdre leur maturation en surface. Donc, elles vont évoluer vers ce qu'on appelle ici la dysplasie. Toujours pas de franchissement de la membrane basale, par exemple le col utérin, la vessie, l'estomac. Voilà. Ici, un exemple de dysplasie du col utérin. Donc, vous voyez ici un épithélium malpighien, hein, du col, exocol. Hein, ici, ce qu'on voit, nous, en microscope. Là, ça va commencer. Donc, rappelez-vous, dans le col, on parle de néoplasie intraépithéliale in situ. Hein. Donc, CIN qui est l'équivalent d'une dysplasie légère. Donc, voilà, ici, il y a pratiquement un tiers de l'épithélium. Dysplasie moyenne, il y a 2/3 de l'épithélium qui est porteur de cellules, un siège d'atypie cytonucléaire, de haut rapport nucléocytoplasmie, qui vont se multiplier, perdre leur maturation, différenciation. Et on le voit ici, hein, voilà. Là, il y a même des mitoses, hein, vous voyez, top. Après, là, il y a 2/3. Hein, on a toujours encore des cellules normales en bas. Et puis là, dysplasie sévère ou l'équivalent d'un carcinome in situ, toute la hauteur de l'épithélium qui était au départ, voilà, ici normal, malpighien, est complètement et siège de ces cellules cancéreuses. Voilà. Donc voilà, c'était pour encore vous, ici normal, regardez, dysplasie légère, 1/3, 2/3, et voilà, jusqu'au carcinome in situ. D'accord? Voilà. Donc voilà un exemple ici, on a sur cette photo microscopique, donc une zone de jonction, voilà, exocole, endocole, voilà, ici exocole qui est malpighien, endocole qui est glandulaire, voilà. Donc généralement c'est ici le siège du cancer du col, rappelez, je vous en ai parlé la dernière fois et je pense que vous l'avez déjà fait avec Dr Ahmed Allel, que le cancer du col essentiellement surtout l'HPV. Donc l'HPV est dû surtout en Algérie, c'est 16 et 18, qui est un cancer, c'est un virus cancéreux, enfin, qui va induire ce cancer du col au niveau des jonctions. Et puis on va voir ici qu'est-ce qui se passe. On voit que c'est pas normal par rapport ici, regardez, c'est qu'est-ce qui se passe. Donc quand on va grandir à l'image, on voit des atypies, hein, voilà, des atypies cytonucléaires, mais toujours cette membrane basale là qui est respectée. Voilà, elle est respectée. Donc voilà, ici un CIN3, donc pratiquement de l'in situ. Donc toute la hauteur de l'épithélium, elle est siège de ces cellules atypiques en mitose avec haut rapport nucléocytoplasmique. Voilà. Ici, comparant donc un CIN3 dans le col, donc voilà, ici toute l'épaisseur, alors que ici, non, on voit ici quelques cellules et encore qui maturent normalement, hein, donc il y a 2/3, donc CIN2. Alors que le CIN1, voilà, pardon, il y a encore respect de la maturation, il n'y a pas complètement perdre la maturation, de la différenciation. Donc ici, on a des cellules un peu normales et là, il y a 1/3 de l'épithélium. Voilà. Et on a ces cellules, donc comme c'est l'HPV, on a ce qu'on appelle des cellules coïlocytaires, hein, là qu'on voit avec un cytoplasme clair, qui sont dues à ce papilloma virus. Alors, dans on prend un autre exemple, hein, le tube digestif, le côlon. On a vu un exemple du cancer du
col, enfin des lésions préinvasives du col. Donc, dans le côlon, on parle d'adénome, hein, adénome, qui, dans les formes sporadiques, ont un risque faible de se cancériser, alors que dans les formes familiales, hein, dans la polypose adénomateuse familiale, il y a un risque fort. Donc voilà, vous avez ici un côlon avec siège de polype. Hein. Sachez que le polype, c'est un terme plutôt endoscopique. Donc, c'est les gastro qui parlent de polypes. Nous, en anapath, on ne parle pas, macroscopiquement, on dit polype, mais sur le plan histologique, on dit adénome. Donc, voilà, vous avez cette polypose. Et puis là, pourquoi il a été enlevé ce côlon? Parce qu'on a découvert des cancers greffés sur cette polypose adénomateuse familiale. Donc ici, ce polype qu'on a vu, regardez, c'est un polype, voilà, comme ça. Voilà, c'est un polype. Et puis, on va chercher, est-ce qu'il y a la dysplasie, est-ce qu'elle intéresse un tiers, deux tiers d'épithélium? Ici, elle est de bas grade. Donc, voilà. Donc, c'est une lésion précancéreuse donc, qui peut évoluer à long terme vers un cancer. Donc, voilà, ici, le cancer, voilà, qui est là. Donc, voilà comment. Regardez ici, la membrane basale, elle est complètement franchie. Hein, et là, on voit bien que le cancer a évolué. Donc, un autre exemple de lésion précancéreuse, c'est, ici, on a un foie normal. Hein, un foie normal, c'est la cirrhose. Donc, la cirrhose, elle est due à la majorité des maladies chroniques du foie. Dans les hépatites virales, pratiquement toutes vont évoluer vers la cirrhose, surtout la B et la C. Et donc, on aura évolution vers le cancer. Donc, nous avons un continuum. Voilà, un continuum, voilà, cirrhose, après dysplasie et cancer. Donc, voilà l'exemple de ce continuum, ce côlon que je vous ai montré, ici un côlon normal. Une muqueuse à risque, ça veut dire que dans la polypose adénomateuse familiale, dans les formes familiales, un adénome, et cet adénome va acquérir d'autres caractéristiques qui vont lui permettre de proliférer et d'envahir la membrane basale et de se transformer en carcinome invasif. Voilà. Alors ça, c'était pour les dysplasies intraépithéliales, c'est le même terme hein, en fait. Ça, tout dépend, bien sûr, où là on est situé. Donc le carcinome in situ, lui, je l'ai déjà dit, c'est pratiquement toute la hauteur de l'épithélium qui est le siège de cellules carcinomateuses, ici avec un rapport nucléocytoplasmique, avec des mitoses, mais toujours respect de la membrane basale. Voilà. Et puis même si on fait cytologiquement, on fait d'abord avant de passer à l'histologie, on fait cytologie, on suspecte, il est pratiquement considéré, on doit enlever la lésion. Voilà, dans le carcinome in situ, il faut enlever la lésion. Donc là, tout à l'heure, la même photo de tout à l'heure, on a un frottis cervico-vaginal, ici un cancer du col in situ, hein, néoplasie intraépithéliale de grade 3, donc de haut grade, donc l'in situ, donc toute l'épithélium a cette anomalie, présente des anomalies de toute la hauteur, et puis au frottis cervico-vaginal, donc ce qui c'est simple, c'est un moyen de dépistage. C'est très bien pour la patiente. On prélève ces cellules, on trouve qu'il y a de l'in situ frottis cervico-vaginal. Le gynécologue va enlever la lésion. On confirme, puisque cytologie est un moyen d'orientation, alors que le diagnostic définitif se fait par l'histologie hein, et par la pièce opératoire. Donc, on va voir qu'il y a ces anomalies cytonucléaires et architecturales qui intéressent tout l'épithélium, toute la hauteur, sans franchissement de la membrane basale. On aura guéri la patiente quand on va enlever, guérison totale. Et alors que voilà, on aura bien sûr, là, c'est un gain contre le cancer. Et ça, c'est une satisfaction généralement des médecins de réussir à agir avant l'évolution vers un cancer invasif. Un autre exemple de carcinome in situ, c'est celui du sein. Vous savez que le sein, le moyen de dépistage le plus simple, c'est la mammographie. Donc, c'est quoi dans le
carcinome in situ du sein. Donc, c'est une prolifération intracanalaire de cellules cancéreuses sans franchissement de la membre basale, extension dans le système galactoriférique, il y a absence de métastases embryonnaires. Sur le plan mammographique, donc vous voyez s'il y a des sujets à risque, parce que généralement, c'est des femmes avec une histoire familiale de cancer du sein. Donc, on a sur le plan mammographique, c'est des microcalcifications. Comment ces microcalcifications, elles vont se présenter sur le plan histologique? Vous voyez ici une glande mammaire normale avec une couche cubocylindrique, une couche myoépithéliale ici. Hein, tout ça, c'est un canal, un canal. Et là, au début, avant d'arriver à l'in situ, hein, donc il y a une lésion préinvasive. D'abord, c'est l'hyperplasie intracanalaire hein, qui devient atypique. D'abord, voilà. Voilà, il y a une petite prolifération ici, mais pas toute la totalité. Et puis, elle va intéresser tout le canal, elle va le boucher, c'est l'in situ. Et là, on voit qu'il n'y a pas franchissement de la membrane basale. Et ça, c'est de l'in situ. Donc, quels sont les mécanismes maintenant de l'invasion tumorale locale? C'est bien sûr dégradation de la matrice extracellulaire. Donc, il y aura une cascade d'événements, déséquilibre de la balance protéase inhibiteur des protéases, hein. Et puis, bien sûr, pour croître, hein, il y aura une angiogenèse tumorale. Ces cellules vont fabriquer des vaisseaux. Donc, voilà. Et sortie de la circulation systémique, et il y aura ce micro-environnement tumoral qui va jouer aussi dans cette mécanisme de l'invasion tumorale locale. Voilà, donc... alors, le dépistage, quel est l'intérêt de ces lésions précancéreuses? Pourquoi on doit les connaître? Pourquoi on doit les étudier? Parce que tout simplement, elles ont bien sûr, je vous l'ai dit, un intérêt majeur en cancérologie, parce que le traitement du cancer à ce stade entraîne sa guérison. Donc, c'est leur dépistage. Avant qu'elles franchissent cette membrane basale, qu'elles acquièrent ces caractères. C'est encore d'autres mutations, elles vont acquérir des mécanismes moléculaires, génétiques pour se permettre pour qu'elles leur permettent d'envahir et de métastaser. Et voilà. Donc voilà, c'est ça le rôle, pourquoi on les étudie, donc elles ont un intérêt. Voilà, je vous donne un exemple d'un dépistage, voilà, au frottis cervico-vaginal. On voit ces cellules malpighiennes. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré un épithélium avec un halo clair. Là, il y a un halo clair un périnucléaire, donc c'est l'HPV qui va, l'HPV, donc on va dire à cette patiente, donc elle est en CIN1, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'anomalies. Et ici, tout à l'heure, le haut grade, c'était le bas grade. Grâce à ça, donc on pourra faire l'exérèse, traiter les bas grades et pour les hauts grades, on va les enlever. Donc l'évolution, la dysplasie, c'est la régression ou stabilité ou évolution vers le cancer. Donc vous avez vu que c'est un continuum, hein, c'est un continuum. Et le CIS, quand il n'est pas traité, peut demeurer non invasif pendant plusieurs années ou évolue spontanément, dans la très grande majorité des cas, vers un carcinome invasif. Donc maintenant, on va voir, après cette phase locale qui est limitée à l'épithélium, on va voir la phase loco-régionale, donc le cancer pratiquement invasif. Donc voilà, ici. Donc là, on était au départ ici au stade local. Là, bon, on est là. On est là, c'est la phase loco-régionale. Donc, pendant cette phase, la tumeur s'étend progressivement dans l'organe où elle est née, envahit les différents constituants de proche en proche. Donc, au début, elle va commencer par localement, après, elle va aller de proche en proche. Donc, dans un organe plein foie-rein, elle forme une masse expansive. Donc on va avoir un nodule tumoral, une masse tumorale, alors que dans un organe creux, comme l'estomac par exemple, elle va infiltrer toute la paroi de l'estomac. Donc, quels sont les risques?
c'est une décompression, obstruction des organes creux, hein, par exemple l'estomac. Si la circonférence de l'estomac est complètement bouchée, donc il ne pourra plus avaler, hein, le patient, et il va maigrir. Et bien sûr, cette diffusion à distance. Ici, prenons ici un cancer toujours du côlon. Voilà, regardez ce cancer du côlon, hein, mal limité, avec bourgeonnement, un aspect en chou-fleur. Et puis là, vous avez sur le plan histologique, donc là, regardez la muqueuse qui est là. Donc pratiquement, il y a un franchissement de la membrane basale, il y a envahissement. De la paroi. Hein. Vous voyez, là, on est dans un organe creux. Hein. Le côlon, c'est un organe creux. Donc, envahissement de la paroi. Alors, comment elles vont envahir, comment elles vont acquérir ces caractéristiques d'invasion tumorale? C'est qu'elles vont acquérir, bien sûr, de nouvelles propriétés. Hein. Ces propriétés vont leur permettre de détruire la membrane basale, de perdre les connexions intercellulaires, ces cellules vont être mobiles, elles vont développer une angiogenèse tumorale et elles vont développer un stroma tumoral, c'est-à-dire un tissu nourricier qui pourra leur permettre de croître, de se développer indéfiniment. D'abord, destruction de la matrice extracellulaire, hein, de la membrane basale. Donc, vous l'avez fait avec Dr Guérini. Hein, on ne le fait pas pour rien, parce que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une protéolyse, hein, une lyse de ces cellules qui sont grâce à ces enzymes, les métalloprotéases. Donc, voilà. Il y a une protéolyse locale de la matrice extracellulaire. Ensuite, il y a perte des contacts intercellulaires, acquisition d'une motilité cellulaire. Donc, voilà, regardez. Il y a une perte des contacts. Donc, il y a perte des jonctions et gain de jonctions et d'autres gains. Par contre, elle va perdre les jonctions normales avec le système cadérine et elle va acquérir d'autres gains de jonctions hétérotypiques par le système d'intégrine. Ensuite, elle va développer des vaisseaux, c'est l'angiogenèse tumorale qu'on a vu la dernière fois. Hein, ici, par exemple, vous voyez un tissu normal avec les vénules, capillaires, artérioles. Oh, regardez, c'est un tissu tumoral comment il est très, 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 très vascularisé. Voilà. Et ensuite, elle va développer un stroma. Comment? Dès qu'elle va, au début, elle va utiliser les vaisseaux de l'hôte. Dès qu'elle va atteindre un certain volume, elle va développer son propre tissu conjonctif, c'est le stroma, qui est nourricier des cellules tumorales. Donc, le stroma, il faut savoir qu'est un tissu non cancéreux. Donc, il y aura développement de ce tissu cancéreux. Donc, au final, le tissu cancéreux, il est constitué de quoi? De cellules tumorales et de stroma. Donc, le tissu cancéreux, il est constitué de cellules cancéreuses et de stroma tumoral. Donc, c'est quoi les cellules cancéreuses? On va voir d'abord les modifications morphologiques. Hein, regardez une cellule normale. Il y a un noyau ici qui est rond avec une membrane nucléaire très fine, avec un cytoplasme abondant. Donc, si on fait un rapport nucléocytoplasmique, un rapport entre le noyau, il est normal, il est égal à 1. Ici, vous voyez que une cellule tumorale, là, vous voyez que le noyau est très, très volumineux, il y a peu de cytoplasme. Hein, il peut même y avoir une binucléation, on va voir après. Donc, il y a ce qu'on appelle un haut rapport nucléocytoplasmique. Donc, voilà, et la chromatine ici, regardez, elle est finement dispersée. Il y a un nucléole, alors que là, il y a plusieurs nucléoles. Et la chromatine, parfois, elle est dense, elle est claire, elle est anormale. Donc, vous voyez ça c'est parmi les modifications morphologiques. Donc, parmi les modifications morphologiques, on va commencer par les caractéristiques cytologiques. Donc, on a d'abord les atypies cytonucléaires. Les cellules sont, on dit anisocytose, qui signifie des cellules de taille variable. On a ici une petite, une grande, une géante, hein, voilà, une cellule géante. Des noyaux de taille variable, c'est l'anisocariose. Hein, donc là, un moyen, un plus grand, un multinucléé. Hein, donc, vous voyez donc un haut rapport nucléocytoplasmique, hein, donc un noyau très, très volumineux. Alors, nous avons aussi des anomalies nucléaires. Donc, le noyau, il a une forme irrégulière. Il n'est pas rond,
contrairement à tout à l'heure, je vous ai montré, ce noyau est généralement rond, hein, donc il est anguleux, ovalaire, multilobé, multinucléé, il est monstrueux, comme ici, il est monstrueux. Il y aura des anomalies de la répartition de la chromatine. Et puis, il y a des nucléoles ici. Regardez, un petit nucléole ici, très, très volumineux. Et là, il est monstrueux et très, très volumineux et basophile. Et on a la membrane nucléaire ici, qui est dense, donc il y a une densification de la membrane nucléaire. Pour le cytoplasme, donc on a des anomalies de taille, de membres. On peut avoir des cytoplasmes très basophiles, des cytoplasmes peu abondants, abondants. Et on a une perte de la différenciation, donc anomalie de la différenciation morphologique ou fonctionnelle. Nous avons des anomalies de la mitose, hein, bien sûr, puisque la cellule, elle va tellement croître, donc il y aura des cycles cellulaires très courts, donc on aura des mitoses complètement anormales, voilà, des mitoses tripolaires ici, regardez, voilà, des mitoses tripolaires. Hein. Voilà ici des divisions nucléaires sans division cytoplasme, parce qu'on a une cellule avec un seul cytoplasme, alors qu'ici, il y a des divisions nucléaires, ce qui donne des cellules monstrueuses, multinucléées, qui ont des nucléoles basophiles, une chromatine dense et une anomalie de la répartition de la chromatine. Donc, en fait, il faut savoir que ces critères cytologiques d'humanité, il n'y a vraiment pas de spécificité. En fait, chaque cancer a une spécificité. Alors, une cellule cancéreuse peut présenter un aspect cytologique normal. Hein. Par exemple, prenons le plasmocytome. Hein, le plasmocytome est dû à une prolifération de plasmos. Parfois, il y a des plasmos normaux alors qu'ils sont prolifératifs. Mais il y a une hétérogénéité caractéristique des populations cellulaires. Donc, et puis, ici, on a des cellules pléomorphes. Et ça, c'est un diagnostic facile pour dire que c'est des cellules cancéreuses. On a, dans les cellules cancéreuses, elles ont des anomalies chromosomiques. Hein, donc, vous savez qu'une cellule normale, elle est haploïde, elle a 23 chromosomes, alors que la cellule cancéreuse, elle a des anomalies quantitatives. Hein, elles sont souvent aneuploïdies. Hein, alors, le N est généralement proche de 46 ou multiple de 46. Et on a des anomalies qualitatives, translocation, délétion, amplification double minute. Donc, on a des anomalies du karyotype qui peuvent être spécifiques d'un cancer donné ou bien il y a des cellules cancéreuses qui peuvent avoir un karyotype normal ou bien non spécifique. Hein, donc, c'est aléatoire. Parmi les anomalies de la translocation, hein, on a vu la dernière fois parmi ces mécanismes génétiques, donc comment ça se passe, les mutations par translocation, délétion. Alors, par exemple, la leucémie myéloïde chronique, nous avons une translocation, donc voilà, du chromosome 9 et 22. Hein, voilà, du 22. Et donc, on a ce qu'on appelle le chromosome filial défi. Il y a dans des cancers des délétions, c'est surtout dans les cancers non hématopoïétiques, qui sont variables d'une tumeur à l'autre. C'est par exemple le cancer du côlon, et qui peuvent être également spécifiques comme le rétinoblastome, hein, avec rappelez-vous, le gène suppresseur RB du rétinoblastome. On peut avoir des amplifications. Rappelez-vous, je vous ai donné la dernière fois l'exemple du cancer du sein qui présente une amplification du gène HER2. Voilà. Et maintenant, après avoir vu les modifications morphologiques et chromosomiques, on va voir les modifications du comportement des cellules cancéreuses. En fait, les cellules cancéreuses on perd l'inhibition de contact quand on les met en culture, puisque bien sûr, vous voyez, elles vont, entre elles, elles ne vont plus être en contact. Elles vont perdre l'adhésivité, elles auront une motilité accrue parce qu'elles vont acquérir ces caractères de mobilité et deviennent immortelles, hein, et elles sont agressives en culture puisqu'elles vont remplacer les cellules normales. Donc, elles auront des anomalies de reconnaissance des cellules entre elles,
elles vont avoir des signaux intercellulaires d'adhérence, et voilà, ça c'est parmi les comportements anormaux des cellules cancéreuses. Là, on va voir le stroma tumoral, qui est donc le tissu cancéreux. On a dit qu'il est constitué de cellules cancéreuses et de stroma tumoral, qui est le tissu nourricier. C'est quoi? Qui est non tumoral. Rappelez-vous, tissu conjonctif néoformé, fourni par l'hôte, non tumoral, assurant le soutien et la nutrition des cellules cancéreuses. Représente une modification du tissu conjonctif de soutien normal de l'organisme qui s'adapte à la prolifération tumorale. Et là, le stroma, donc nous, même si on a des difficultés, parfois on n'en a pas pour dire, on cherche, est-ce que cette tumeur, elle a développé un stroma? Dès qu'il y a un stroma, on est sûr que c'est un cancer. C'est parce que c'est le témoin d'une progression moléculaire de la cellule tumorale et d'un affrontement de la prolifération néoplasique et des réactions de défense de l'hôte. Donc, il est composé du quoi? Bien sûr, des éléments de la matrice extracellulaire. Donc, on aura ces tissus conjonctifs qui constituent des fibroblastes, myofibroblastes, des cellules inflammatoires, des vaisseaux néoformés. Voilà. Il y a différents types de stroma selon l'abondance. Il y a des cancers avec peu de stroma, des cancers avec beaucoup de stroma, et selon la réaction cellulaire et selon les modifications de la substance fondamentale. Donc, selon l'abondance, on a des tumeurs sans stroma comme les leucémies. On a aussi un stroma adaptatif qui va ressembler au tissu homologue qui lui a donné naissance, par exemple le cancer du foie, des hépatocarcinomes. Un stroma hyperplasique, où on va retrouver beaucoup de fibrose, comme le cancer du sein, le cancer de l'estomac qu'on appelle la limite plastique. Un stroma hypoplasique pratiquement rare, comme dans les lymphomes. Et puis, selon sa composition, on peut avoir un stroma riche en infiltrants lymphocytaires, réaction inflammatoire, ou réaction tuberculoïde, granulomateux. Voilà, un stroma granulomateux, comme dans certains cancers, comme dans les séminomes. Voilà. Et puis, on peut avoir, selon la modification de la substance fondamentale, des stromas où il y a des dépôts calciques, myxoïdes, du cartilage, de la myloïde, la substance amyloïde, comme dans le carcinome médulaire de la thyroïde. Ici, on a un cancer du sein, vous voyez ici. Quand on voit ici, on voit que c'est très fibreux. Quand on voit ici, voilà le stroma, voilà les glandes tumorales du cancer du sein. Et puis le stroma ici, il n'y a pas d'inflammation, mais plutôt il y a de la fibrose. Donc c'est un cancer très fibreux, donc voilà, un cancer, un type de stroma. Donc pour le staging, donc parmi les facteurs histopronostiques, donc on a le staging. Quel est le rôle de la NAPAT? C'est que quand on a la pièce opératoire, on doit donner le moment du diagnostic initial du cancer. Quand il est établi par le clinicien ou le radiologue, on parle de TNM, T pour tumeur, N pour node, c'est-à-dire ganglion, et 1 pour métastase. Mais pour le pathologiste, on peut dire que c'est un PTNM. Donc le PTNM, on rajoute P pour le pathologiste, on rajoute un P. On ne fait pas juste TNM, on dit PTNM. Selon le degré d'infiltration, on établit ce PTNM et grâce à notre PTNM, l'oncologue va adapter le traitement. Donc, vous voyez le rôle des NAPAT. Ici, une paroi ici colique. S'il est in situ IS, s'il a juste franchi la membrane basale au niveau de la musculeuse, il est en T1. Ici, il est en T2. Et là, toute la paroi, il est T3. Et là, il va aller jusqu'à même la séreuse. Donc, c'est un T4. Voilà. Donc, on pourra établir le staging. Alors, maintenant, on va aborder la phase générale du cancer. C'est quoi? Après avoir vu la phase locale, la phase locale, loco-régionale, et puis on va maintenant voir la phase générale. La phase générale, c'est la métastase. Rappelez-vous, la métastase, c'est elle qui fait la gravité du cancer.
donc, qui pratiquement le définit. Donc, on est là, hein, c'est une phase de généralisation, hein, donc c'est ici une phase de généralisation du cancer, donc de l'invasion vasculaire et du développement d'une tumeur secondaire à distance. Donc, c'est quoi une métastase? C'est un foyer néoplasique situé à distance de la tumeur initiale, de même nature qu'elle et sans relation de contiguïté avec elle. Contiguïté, que ça veut dire, c'est pas qu'il n'est pas à côté d'elle, qu'il est vraiment à distance. Hein, comme je vous ai, on va par exemple, cancer de l'os, il aime bien le poumon. La métastase, quel est le rapport entre l'os et le poumon, franchement? Donc vraiment, il est à distance, sans contiguïté avec elle. Donc, elle est sans relation, voilà. D'accord? Donc, le moment d'apparition des métastases dans l'histoire naturelle des cancers est variable. Soit on va des métastases révélatrices d'une tumeur primitive jusque-là asymptomatique et donc méconnue. Voilà ce qui passe actuellement. Hein. Pratiquement tous les Algériens, la majorité malheureusement, ils vont consulter un stade tardif au stade de métastase. Soit elle est contemporaine de la tumeur primitive et découverte lors du bilan d'extension. Donc, on trouve qu'il a un cancer d'estomac. Et quand on fait un bilan d'extension, c'est-à-dire un scanner ou une IRM ou une échographie pour voir où il en est le cancer, on voit qu'il a des métastases, par exemple, hépatiques. Ou survenues au cours de l'évolution d'un cancer traité, parfois très tardivement, alors que la tumeur primitive est éradiquée par la thérapeutique. Hein, par exemple, un cancer du sein chez une femme, bon, il est arrivé donc que ce cancer il a été traité et c'est bon. Puis, quelques années plus tard, il y a apparition de d'autres localisations de métastases cérébrales, osseuses. Voilà. Donc voilà, c'est ça comment le mode de révélation d'apparition des métastases dans l'histoire naturelle. Quelle est la morphologie de ces métastases? Donc c'est en fait la place de l'anapathe. Donc on a une étape macroscopique, une étape microscopique, immunohistochimie et biologie moléculaire. En fait, c'est les étapes du diagnostic anatomo-pathologique. Donc, sur le plan macroscopique, comment elle apparaît cette tumeur? Ici, on a des métastases hépatiques, soit généralement des nodules uniques ou deux. Voilà, ici le foie, le poumon, pardon. Poumon. On a deux nodules, hein, une masse tumorale, deux masses tumorales. Hein. Ici, on a un aspect ce qu'on appelle en lâcher de ballon, hein, plusieurs nodules. Hein, à la radio, on a un lâcher de ballon. Là aussi, plusieurs nodules multilocales, ici, métastase vertébrale. Donc, vous voyez, elle peut être multiple, unique ou multiple. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire, bien sûr, une biopsie. Hein. Donc, on biopsie. Après la biopsie, on va l'étudier sur le plan microscopique. Donc, sur le plan microscopique, c'est cette métastase, soit elle va être bien différenciée, donc elle va ressembler à la tumeur primitive, et là, nous, ça nous aide énormément à si elle est bien différenciée, à dire, on croirait que c'est un adénocarcinome colique, voilà, ou pulmonaire, ça ressemble. Ou bien pratiquement, elle ne lui ressemble pas, voilà, ou moyennement ressemblée, ou pratiquement elle ne lui ressemble pas, rien à voir. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, surtout en matière de métastase révélateur d'une tumeur primitive, où on a reçu la biopsie de cette métastase, donc on dit, ce patient, il a métastase hépatique, biopsie hépatique, on nous envoie à l'anapathe, on regarde. Si cette tumeur ressemble à la tumeur, on va faire d'autres examens pour orienter le diagnostic, ou bien donner le pronostic. Donc, on va dire que c'est une métastase, par exemple, d'un cancer de l'estomac, d'un carcinome digestif. Voilà. Donc, c'est ça. Ça va nous permettre comment? Par l'immunohistochimie. Hein, par l'immunohistochimie, parce que certains anticorps sont spécifiques d'un tissu, comme la thyroglobuline spécifique, c'est un anticorps qu'on utilise en anapathe. C'est un anticorps qu'on utilise en anapathe qui est spécifique de la glande thyroïde, le TTF1 qui est spécifique du poumon, la PSA que vous connaissez, hein, comme la PSA sérologique, elle est spécifique du cancer du tissu prostatique. Donc ici, par exemple, j'ai un exemple ici, une métastase, il y a des glandes, je fais un TTF1, il est positif, ici vous avez ce marquage marron hein, nucléaire, et là je dis que
que ce patient a une métastase, hein, par exemple colique, d'un adénocarcinome pulmonaire primitif. Donc, du coup, ils vont lui faire un scanner thoracique, ils vont découvrir cette masse tumorale. Voilà le rôle de l'anapathe et bien sûr aussi dans le rôle aussi dans la biologie moléculaire, parce que je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des traitements de poumons. Il y a actuellement la mutation de GFR, donc on a une thérapie ciblée anti-GFR pour le poumon. Ici, je vous donne un autre exemple. On a un ganglion, on a des métastases. Regardez ça, ça ne ressemble pas à un tissu lymphoïde, hein, ce n'est pas des lymphocytes, on a des glandes, hein, des glandes tumorales. Sur le plan morphologique, moi, ça me fait rappeler un adénocarcinome colique. Ah, moi, je dis, ça a l'air du côlon, du rectum. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc, je fais les marqueurs pour le cancer colique. Donc, voilà. Ici, un autre exemple, carcinome mammaire. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Si je veux chercher l'origine colorectale, je fais de ces anticorps CK7 et CK20. Si CK7 négatif, CK20 positif, comme ici à ce marquage brun, donc je suis sûre que c'est un cancer d'origine colorectale. Colorectale. Donc voilà. Et puis, si cette tumeur, donc là, c'était un exemple, je vous ai donné l'exemple d'une tumeur bien différenciée, donc qui m'a fait rappeler sur le plan morphologique un cancer colorectal. Là, c'est une tumeur indifférenciée, elle ne ressemble à rien du tout. Je ne sais pas, je devine et tout. Et là, je suis obligée de faire plusieurs anticorps, puis je trouve. Là, j'ai fait une protéine S100 elle est ici, une kératine pour dire est-ce que c'est un cancer épithélial, il est négatif, donc cette tumeur, elle n'est pas épithéliale. Donc, je fais un PSA, je trouve que c'est un mélanome. Donc, et ce mélanome, donc on va dire que c'est une tumeur, un mélanome. Donc, vous voyez l'utilité de l'anapathe. Quelles sont maintenant les voies de dissémination, d'essaimage, hein, comment elle va migrer ces cellules cancéreuses, où est-ce qu'elles vont aller, hein, donc les différentes voies de migration. Hein, donc, elle se fait par plusieurs voies. Hein. Donc, les principales voies sont lymphatique et sanguine, hein, donc lymphatique par les vaisseaux et les ganglions. Hein. Là, je vous ai montré tout à l'heure un ganglion. Et sanguine. Mais il y a aussi, par les cavités naturelles de l'organisme, cavité pleurale, péritonéale, articulaire, les espaces méningés, liquide céphalorachidien. Donc voilà. Donc voilà. Donc il faut savoir, donc, dans un cancer épithélial, pour prendre le cancer du sein, le premier relais ganglionnaire, il est au niveau axillaire. Donc voilà. Donc le cancer du sein, il va d'abord aller dans le ganglion. Donc c'est une voie lymphatique. Donc c'est parce qu'il y a un drain. C'est le plus fréquent. Voilà. Et puis il y a une voie hématogène soit qui se fait surtout essentiellement pour les sarcomes, mais également les carcinomes. Il y a 3 types de migration. Cave, hein, les cellules vont atteindre le poumon, porte vers le foie et pulmonaire, os, foie, surrénal, et voilà. Et parfois, il y a au cours d'une transplantation, donc, ou au cours une ponction, hein, on peut entraîner un essaimage des cellules. Aussi, là, pour les gaines des nerfs, hein, voilà. Alors, comment, donc je vous ai en rappel, donc les voies sanguines, c'est les capillaires et les veines, la voie lymphatique est la plus importante, et les conduits naturels, donc c'est les principales voies de dissémination tumorale. Quels sont les organes électifs des métastases, hein? Donc, tout à l'heure, je vous ai dit cancer bronchopulmonaire, le foie, l'encéphale, l'os surrénal, les peaux. Cancer du sein,
primitif qui n'est pas le même. C'est le propre des métastases. Alors, on va maintenant bien les étudier. D'abord, détachement cellulaire, invasion de la matrice cellulaire. Donc, c'est bien sûr sous l'effet des protéases, dégradation de la matrice extracellulaire et des facteurs de mobilité, avec aussi l'environnement, cette angiogenèse qui vont permettre indispensable de la progression tumorale. Donc, on est là, donc à ce stade-là, à ce stade. Donc, comment se fait? Il y a un détachement cellulaire, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il y a une modification des molécules d'adhésion. Donc, elles vont acquérir un nouveau gain. Donc, elles vont acquérir ce qu'on appelle une transition épithélio-mésenchymateuse. Donc, elles vont, d'ici l'épithélium, elles vont aller dans le tissu conjonctif, voilà, permettant la mobilité dans la matrice extracellulaire et bien sûr sous l'influence de ces protéases et de ces facteurs de mobilité. Voilà. Maintenant, au stade d'intravasion, donc il s'agit du passage dans le courant sanguin ou lymphatique, il se fait soit au sein de la tumeur dans les petits vaisseaux induits par l'angiogenèse, qui sont très perméables, soit en périphérie de la tumeur. Donc, le passage des membranes basales vasculaires fait intervenir les processus qu'on a vus, donc là, de la modification de la matrice extracellulaire. Ensuite, elles vont survivre dans la circulation, elles doivent résister à ces agressions mécaniques, pression sanguine, elongation, friction dans les capillaires, et elles ont tendance à s'agréger, et pour résister aux agressions, elles vont donner des emboles. Et puis, ces cellules cancéreuses, elles seront en contact avec ces cellules immunitaires, et il y aura agrégation plaquettaire, et donc voilà, qui vont se bloquer dans des petits capillaires. Donc voilà, donc on est à ce stade, donc intravasation et survie dans la circulation. Donc au sein, c'est soit ce que je vous ai dit, au sein de la tumeur par les petits vaisseaux sanguins là, ici qu'elle a, avec cette angiogenèse, ou bien dans les vaisseaux lymphatiques. Et donc elle aura cette capacité de migration, d'adhérence à l'endothélium. Il y aura une angiogenèse au sein de la tumeur qui permet au vaisseau d'être plus perméable. Et elle va survivre dans la circulation, les pressions, elle va résister aux agressions mécaniques et la lise par ces cellules immunitaires, lymphocytes T cytotoxiques essentiellement. Elle va former des emboles néoplasiques et elle va, par la suite, on va voir, c'est l'extravasation arrive à l'heure. Il faut savoir juste qu'une remarque, un pourcentage très limité de cellules tumorales pourront donner lieu à une dissémination métastasique. Ce n'est pas tout ça, il y a un petit pourcentage. Donc voilà, ici, dans un autre tissu, il y a un embole. Voilà, ici un vaisseau, et on a un vaisseau lymphatique, et là, on a ici un foie normal, et ça, c'est des cellules carcinomateuses. Voilà. Donc maintenant, elle va extravaser, voilà, elle va rouler dans les cellules endothéliales, elle va rouler, et donc toujours avec ses intégrines. Donc, elle va provoquer une rétraction des cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux. Et puis, ces enzymes dégradent les protéines, perforent la membrane basale et elle va libérer les enzymes et va atteindre des couches matrices extracellulaires situées sous la membrane basale pénétrée dans le tissu conjonctif. Donc, on est là à la phase d'extravasation, là, ici. Vous voyez, ici, elle va repénétrer elle va encore détruire la membrane basale, etc. Donc, pratiquement par les mêmes processus. Et puis, elle va envahir un nouveau tissu rotatoire. Donc, il y aura un arrêt. Voilà, dans un organe électif, ce qui est un phénomène actif. Donc, c'est une étape limitante et peu de cellules y parviennent, en fait. Alors, pendant ce stade, il y aura un écosystème favorable à leur survie et leur prolifération. Donc, il y aura des molécules d'adhésion qui vont permettre d'ancrer dans le tissu. Il y aura des facteurs de croissance qui vont leur permettre d'être sécrétés et de croître.
Et bien sûr, l'échappement à la réponse immunitaire antitumorale du nouveau site colonisé et nécessité d'une néovascularisation pour les amas de plus 3 mm. À partir de 3 mm, on a une nouvelle néovascularisation. Donc, c'est pour ça qu'en fait, pour croître et envahir, il faut absolument tout ce écosystème favorable. C'est pour ça qu'il y a un petit pourcentage de cellules qui va s'arrêter et qui va donner, envahir les tissus. Donc, ce n'est pas tous, hein. Donc, voilà, parce qu'il faut vraiment échapper à la réponse immunitaire, etc. Tout ça. Donc, voilà. Donc, voilà, échappement à la réponse. Et puis, elle va induire, bien sûr, un nouveau stroma, une nouvelle angiogenèse. Il faut savoir que quand il y a les métastases, quand elles arrivent à un organe cible, elles deviennent détectables cliniquement et elles vont manifester. Par exemple, s'il y a une métastase pulmonaire, il y aura une toux, une gêne, etc. Il y aura voilà, une manifestation, donc une détection. Donc, en conclusion, pour terminer, comprendre le processus des différents cancers est fondamental pour essayer de comprendre les causes du cancer, prévenir la survenue du cancer, détecter les formes précoces qui sont très importantes, hein, et puis définir un bilan d'extension, hein, qu'on a vu, qui permettra de définir une stratégie thérapeutique et estimer le pronostic. Voilà, j'ai terminé le cours, voilà, qui était assez long et qui était très important. Voilà, je pense qu'on est à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Je vois. Oui, oui.